Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à Rome en octobre 1914. Octobre 1914, ça veut dire qu'à l'époque, l'Italie de Victor Emmanuel III n'est pas encore entrée dans la guerre, ce jeune royaume d'Italie. Un tout jeune journaliste, Dino Grandi, il a 19 ans. Il se rend à une réunion du Parti socialiste italien. Il faut vous dire qu'il est reporter pour le journal Il Resto del Carlino. Et dans la salle du meeting, on s'échauffe, les débats font rage. D'un côté, vous avez les partisans d'un engagement de l'Italie dans la guerre, et de l'autre, les tenants de la neutralité. Et voilà que monte à la tribune un orateur de 31 ans qui s'appelle Benito Mussolini. Il représente une branche radicale du Parti socialiste et il déclare « L'Italie doit se battre ». Son discours est accueilli par des huées, il est même insulté par certains de ses camarades et le voilà qui rugit de plus belle. Et en l'écoutant, le jeune reporter, là, Grandi, est saisi. Il est comme envoûté par le charisme de ce tribun. Et le soir, dans son journal, il écrit « C'est un génie, un magicien et un fou », dit-il. Grandi est issu d'une famille paysanne de Romagne, bonne famille bien prospère de la paysannerie locale. Il est sensible aux idées socialistes, mais comme souvent dans ces gens très enracinés, il est nationaliste. Et quand l'Italie va s'engager dans la guerre, donc finalement en 1915, et vous savez que l'Italie va choisir le camp des alliés, de la France et de l'Angleterre, eh bien le jeune Grandi part se battre. Après la guerre, il va finir ses études, devenir avocat, et comme Mussolini, il tourne le dos peu à peu aux socialistes qu'il juge trop parlementaires. Ne parlons même pas des communistes qui sont gagnés par le bolchevisme. Le 23 novembre 1920, il adhère donc au faisceau italien de combat, les fasci en italien. On est bien aux origines de ce qu'on va appeler le fascisme. Il devient d'ailleurs un des cadres du Parti national fasciste et puis député fasciste. Il a 26 ans à ce moment-là. On peut dire que ça y est, la transformation, la mue est accomplie. Frédéric Lemoal définit le fascisme de Grandi comme modéré dans un ouvrage qui vient de paraître chez Perrin et qui s'intitule « Les hommes de Mussolini ». Je cite Frédéric Lemoal. Le mouvement, selon Grandi, devait se libérer de la violence anarchique des chemises noires. Cette analyse le conduisait dans le groupe des hommes d'ordre, constitués de libéraux, de catholiques, d'industriels, d'agrariens et de nationalistes. Cette normalisation s'avérait indispensable afin que le fascisme pût réaliser sa mission historique, l'unification spirituelle des Italiens. Vous voyez qu'on est là dans les fondements de ce qui va devenir le grand mouvement mussolinien. Et Mussolini aussi, d'ailleurs, a tendance à oublier ses origines socialistes pour devenir conservateur et rassurer les milieux industriels et de la haute bourgeoisie italienne. Il va parvenir à s'imposer comme une solution de recours. En même temps, il fait pression sur le roi, sur le gouvernement. C'est la fameuse marche sur Rome dont j'ai eu l'occasion de vous parler déjà à ce même micro. Le 29 octobre 1922, vous savez que le roi Victor Emmanuel va finir par former un gouvernement, va appeler Mussolini à former un gouvernement. Mussolini qui dira lui-même, plus tard en 1943, il ne faut pas oublier que la monarchie avait ouvert toutes grandes les portes au fascisme. Franck Ferrand sur Radio Classique. Dino Grandi devient donc sous-secrétaire d'État à la sécurité, puis aux affaires étrangères. Et c'est vrai que cet homme-là paraît formé pour la diplomatie. Il est là il évolue comme un poisson dans l'eau. Il parle plusieurs langues. Il est très cultivé. Il suit la feuille de route du chef. La voici, cette feuille de route telle que la décline Frédéric Lemoal. Je cite: rejet idéologique de la démocratie libérale, mission historique de l'Italie dans le monde, création d'un empire colonial, révisionnisme territorial au détriment du système de sécurité français en Europe centrale et balkanique, haine de l'Allemagne. Bref, la diplomatie fasciste ne ressemblerait pas à la précédente. Et le Duce, comme on s'est mis à appeler Mussolini, est ravi. Il trouve Grandi formidable et en 29, il le nomme carrément ministre des Affaires étrangères. Grandi, à ce moment-là, n'a que 34 ans.
et il se fond parfaitement dans cette vie diplomatique qui, à Genève, se développe dans le cadre de la SDN, vous savez, cette nouvelle Société des Nations issue des volontés wilsoniennes de la fin de la Première Guerre mondiale. Il va s'opposer à l'influence de la France, se méfier de l'Allemagne. Il y a toujours cette grande défiance italienne vis-à-vis de l'Allemagne à l'époque. En 1931, il formule cette prophétie. L'histoire de la Troisième République, donc il parle de la République française là, l'histoire de la Troisième République finira avec un conflit dans lequel l'Italie se trouvera finalement contre la France. Mais la victoire du monde germanique aggravera nos grands problèmes au lieu de les résoudre. Excusez-moi, mais ça s'appelle quand même avoir une certaine vision. On est en 1931 quand il écrit ça. Et il est tellement à l'aise, grandi dans tous ces milieux diplomatiques, que Mussolini se dit qu'il est peut-être un peu trop conciliant. Et finalement, on va le nommer ambassadeur à Londres, ce qui est une sorte de placard doré. Il va transformer cette ambassade londonienne en vitrine diplomatique, la fait décorer des tableaux italiens les plus extraordinaires, organise les réceptions les plus fastueuses qu'on ait vues à Londres depuis longtemps, avec des rencontres littéraires, etc. Bref, l'ambassadeur plaît énormément aux Britanniques, et d'autant plus que les premiers ministres privilégient l'apaisement. À l'époque, on était à l'époque de Baldwin, puis de Chamberlain, bien entendu. Il faut tout le talent de Grandi pour faire passer auprès du gouvernement britannique l'invasion de l'Éthiopie par l'Italie en 1935 quand même, le soutien aux phalanges espagnoles en 1938, le pacte d'acier entre Hitler et Mussolini en mai 1939, ça fait quand même des couleuvres de plus en plus grosses à avaler pour le camp des démocraties occidentales. Et cette alliance avec l'Allemagne, Grandi a un petit peu du mal à la défendre, il faut bien dire. Et en même temps, il essaie de rassurer Londres, et d'ailleurs, il note dans son journal intime « Je dis régulièrement à l'un le contraire de ce que j'ai dit à l'autre, ainsi demeure le mystère de la conduite de l'Italie. » Est-ce qu'on pourrait dire que cet homme-là est un machiavélien dans l'âme ? Cette duplicité, en tout cas, est difficile à tenir. Et en juin 1939, Mussolini rappelle Grandi à Rome. « Les Allemands ont demandé ta tête, dit-il. Méfie-toi, tu es trop anglicisé, le parti se méfie de toi. Seulement, j'ai besoin d'un avocat au gouvernement. » Et c'est comme ça que Grandi devient ministre de la Justice. Et quand Mussolini va entrer dans la guerre, à son tour va attaquer la France puis la Grèce, eh bien il sera envoyé commander sur le front grec. Et quand il rentre de cette première mission militaire en temps de guerre, alors là il est persuadé que cette alliance avec l'Allemagne a été la pire faute de Mussolini et que l'Allemagne est en train d'entraîner l'Italie vers le gouffre. Vous écoutez Radio Classique. Le 10 juillet 1943, les Alliés débarquent en Sicile. Et là, les Italiens sont, j'allais dire une fois de plus, sont obligés de reculer en tout cas. Le 19 juillet 1943, Mussolini rencontre Hitler à Feltre, en Vénétie. Il voudrait obtenir du Führer l'autorisation de signer une paix séparée avec les Anglo-Américains. Vous imaginez la colère d'Hitler. Les Alliés bombardent Rome, accroissent la pression sur le régime fasciste. Dino Grandi estime que l'Allemagne et l'Italie sont maintenant sur le point de perdre la guerre et il pense que pour sauver le régime, il faut maintenant chasser Mussolini. Et ensuite, il faut s'extraire de cette alliance mortifère avec Hitler pour rejoindre le camp allié, bref, faire ce qu'on appelle un retournement, un renversement d'alliance. Projet très audacieux d'un Grandi qui, notamment dans son ambassade londonienne, a eu l'occasion de se forger aux subtilités infinies de la diplomatie européenne, peut-être avec un temps de retard sur ce qui est le climat diplomatique de l'époque. Bref, il a dans ce projet, qui est un projet de renversement de Mussolini, un allié de taille, de poids, devrais-je dire, puisque c'est le roi en personne. Après avoir laissé Mussolini diriger l'Italie pendant 20 ans, Victor Emmanuel III cherche maintenant à se débarrasser de ce duce qui est en train de conduire l'Italie à l'abîme et la monarchie de même. Victor Emmanuel va faire une suggestion à Dino Grandi, qui est toujours ministre de la Justice. Un vote du Grand Conseil fasciste et du Sénat pourrait me permettre de déposer Mussolini, dit le roi à Grandi. Le Grand Conseil fasciste, c'est un organe d'État qui réunit tous les hiérarques du régime. Le roi a compris
qu'il est grand temps maintenant d'utiliser ces gens, ces hiérarques, pour faire tomber celui qui les a mis en place. Et une autre fois, d'ailleurs, le roi dit à Grandi, « Je vous considère comme l'homme du gouvernement le plus fidèle à ma maison ». À la maison de Savoie, sous-entendu. Grandi a toujours été opportuniste et il se voit très bien succéder à Mussolini et faire changer l'Italie de camp. Ce serait pas la première fois, me direz-vous. Grandi constitue autour de lui un groupe de conjurés, le social modéré Bottai, le nationaliste Federzoni, le secrétaire du parti fasciste Corsa, et il y a même le Conciano, le célèbre Conciano, le gendre de Mussolini. Il y a aussi et surtout Acquaron, qui est ministre de la Maison Royale et qui est en quelque sorte le bras droit de Victor Emmanuel III. Et tous ces gens-là réclament la convocation du Grand Conseil fasciste, officiellement pour parler de la guerre, et Mussolini ne se méfie pas, il accepte. Ce sera donc le 24 juillet 43. Il rédige un ordre du jour, Grandi, qui prévoit de transférer les pouvoirs politiques et militaires au roi au terme de l'article 5 de la Constitution. Grandi est prudent. Il veut écarter Mussolini, mais il n'a pas l'intention de le trahir ouvertement. Et c'est pourquoi, 2 jours avant la séance du Grand Conseil, il demande à rencontrer le Duce et lui dit clairement quel est l'ordre du jour de ce Grand Conseil. Mussolini a l'air imperturbable, il est en train cette espèce de tête de bulldog, là, vous savez, il est en train de juger, de jauger Grandi du regard. Très bien, tu as fini, dit-il. Bon, alors écoute-moi bien et réfléchis sur ce que je vais te dire. Primo, la guerre n'est pas du tout perdue. Et des événements extraordinaires se préparent. L'Allemagne et la Russie vont s'entendre. L'Angleterre sera détruite. Deuxièmement, je ne céderai le pouvoir à personne. Le fascisme est fort et la nation est avec moi. Tertio, il y a des défaitistes, certes, mais je crois bien que je m'en chargerai le moment venu. Nous verrons après-demain au Grand Conseil. Tu peux disposer, lui dit. Alors, évidemment, Grandi est un peu déstabilisé. Là, Mussolini n'a pas l'intention de se laisser faire, mais en même temps, il n'annule pas la réunion du Grand Conseil, ce qui est complètement fou. Ce qui donne d'ailleurs une idée de l'incroyable confiance en lui du Duce, qui ne sent pas le vent du boulet. Il n'a pas compris ce qui l'attend. Franck Ferrand sur Radio Classique. Là, Mussolini n'a pas compris ce qui l'attendait. Le 24 juillet, à 5h15 de l'après-midi, le Grand Conseil se réunit au Palais de Venise, à Rome, dans la salle du Perroquet. 28 hiérarques du régime, avec Dino Grandi en situation de chef d'orchestre. Qui sait qu'il joue gros, c'est qui tout double. Pour lui, d'ailleurs, il est arrivé, pour tout vous dire, avec 2 grenades dans les poches. Dans le mystère Mussolini, qui était paru déjà chez Perrin en 21, Maurizio Serra raconte cette séance. Grandi détailla inexorablement toutes les fautes du régime en guerre et toutes les prévarications des Allemands, avant de conclure que le Duce devait remettre tous ses pouvoirs au roi, arbitre de la nation. Mussolini, livide, perdu dans ses notes, répliqua à peine, alors que le sens de la répartie avait toujours été une de ses grandes ressources. À la fin, il braqua ses yeux immenses sur l'assistance pour infléchir les indécis. Le César défaillant fit vibrer son « tu quoque brute » devant ses anciens complices. À 23h, allusion évidemment à la conjuration contre César. 23h, on interrompt la séance. C'est le moment des conciliabules. Avec une poignée de fidèles, Mussolini est en train d'essayer de s'en sortir. Grandi est avec les conjurés de l'autre côté. Et à la reprise, les rebelles se sont enhardis et ils assènent au Duce de nouvelles critiques. Je cite encore Maurizio Serra. La scène fut mémorable. Dans un sursaut oratoire qui ne manquait pas de grandeur, Grandi se leva alors et désigna Mussolini du doigt. « Voilà où toi et toi seul tu nous as conduits !» Il passa sous la table une des grenades à De Vecchi et exigea de mettre au vote son ordre du jour, nominalement vers 2h du matin. Mussolini acquiesça et se tourna pour dévisager lentement chacun de ses acolytes. D'abord, Bottai, c'est oui, dit son ancien adjoint, d'une voix sans crainte mais empreinte de tristesse. Puis Bastiani,
Impeccable et viril, au garde à vous, oui, mio duce. Puis Ciano, dans un lourd silence, oui, sans regarder son beau-père dans les yeux. 19 pour, 7 contre, une abstention. Le président du Sénat qui a pleuré tout au long de la séance, c'est lui qui s'est abstenu. Mussolini est mis en minorité. Il se lève. Vous avez provoqué la crise du régime, dit-il, et il quitte le palais. Et pour le moment, il est encore chef du gouvernement parce que le Grand Conseil fasciste n'a pas le pouvoir de le démettre. Il faut que ce soit le roi qui intervienne. Grandi envoie tout de suite un message au roi. Nous avons fait notre devoir. Il n'y a pas une heure à perdre. Il faut empêcher Mussolini, d'accord avec les Allemands, et que Mussolini, d'accord avec les Allemands, mette le souverain devant le fait accompli d'un coup d'État. Et là, il y a 2 faits majeurs quand même qu'il faut souligner. D'abord, le Duce, alors qu'il connaissait le projet, n'a pas ordonné à sa garde d'encercler le palais de Venise. Et après coup, il ne donne aucun ordre pour faire arrêter ceux qui l'ont trahi, si l'on peut dire. Mussolini simplement rentre chez lui, tente de se reposer, et le roi, de son côté, ne fait rien non plus. Et quand le jour se lève, l'Italie n'a pas changé de régime. C'est le matin du 25 juillet. Mussolini adopte un comportement qui ne laissera pas détonner les historiens, puisqu'il se rend à son bureau à 9h, comme si de rien n'était. Et pour le moment, il n'a toujours pas l'intention, visiblement, de punir les conjurés. Il va même gracier 2 résistants yougoslaves et demande simplement au roi une audience anticipée dans l'après-midi. Le roi qui le reçoit à 5h de l'après-midi dans sa résidence privée, le Palais Savoie. Mussolini lui raconte la séance de la veille et il attend le soutien du roi qui, au contraire, lui confirme sèchement son éviction. Et le roi a nommé, pour le remplacer, le maréchal Badoglio. Et il dit à Mussolini, vous êtes devenu l'homme le plus détesté d'Italie, je veillerai à vous protéger de la fureur populaire. Le Duce comprend qu'il est mis sous protection, c'est-à-dire qu'il est arrêté. Et le bâtiment est entouré de 200 carabiniers qui sont aux ordres du roi, bien sûr. Et dès que Mussolini sort du bâtiment, un officier l'invite à monter dans une ambulance qui va l'emmener en secret dans une caserne. Et le soir même, à 11h moins le quart, on annonce sa démission. C'est une liesse extraordinaire dans toute l'Italie qui fête la fin de ce régime. Et Dino Grandi, me direz-vous, le chef de la conspiration, celui qui espérait prendre la tête du gouvernement, il n'obtient même pas les affaires étrangères. Il comprend qu'il a été manipulé par le roi. Victor Emmanuel, d'ailleurs, confiera à son bras droit, à Quarone, depuis janvier 43, j'avais définitivement pris la décision de mettre fin au régime fasciste et de révoquer Mussolini. Bref, Grandi a participé, c'est le moins qu'on puisse dire, à la chute du régime, mais aussi à sa propre chute, et de lui-même va le reconnaître devant le roi. Mon cycle est fini, dit-il, il y a des hommes qui se brûlent en une nuit. Eh bien, je fais partie de ceux-ci. En août 43, il obtiendra l'autorisation de fuir en Espagne sous une fausse identité avec sa femme et ses enfants. Et pour le roi et Badoglio, reste quand même une grosse difficulté, c'est que maintenant il va falloir dire quelque chose à Hitler. Ils font mine de rester dans le pacte de fer, mais ils entament tout de suite des pourparlers secrets avec les Alliés et vont signer l'armistice. Et Hitler s'y attendait, bien sûr. Il lance ses troupes sur l'Italie, il envahit le nord du pays, il va libérer Mussolini, vous vous rappelez peut-être cet épisode absolument invraisemblable, et installer à la tête de cette espèce d'État fantoche qu'on appelle la République de Salo, celui qui porte bien son nom si je puis dire, celui qui avait été le Duce de l'Italie. Et le roi et Badoglio vont devoir quitter Rome et aller s'installer à Brindisi. C'est la fin de la monarchie italienne en pratique. À Madrid, Grandi reçoit une mise en garde d'un conseiller de l'ambassade italienne. Vous êtes en danger, lui dit-on. Vous ne pouvez pas rester en Espagne. Il faut partir pour le Portugal. Le voilà qui va s'installer à côté de Lisbonne avec sa famille. Il échappera au procès de Vérone organisé par la République de Salo. Les conjurés du 25 juillet sont condamnés à mort, la plupart par contumace, mais enfin, il y en a quand même 5 qui seront fusillés dans cette affaire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et après la libération, la nouvelle République italienne demandera l'extradition de Dino Grandi. Seulement, Dino Grandi est protégé par qui ? Eh bien, par ceux qu'il a si bien connus à l'époque où il dirigeait l'ambassade de Londres, c'est-à-dire par les Britanniques qui vont faire en sorte qu'il ne soit pas inquiété à Lisbonne. En 47, il s'exilera au Brésil, deviendra conseiller pour la compagnie pétrolière italienne Eni et rentrera au pays en 1950
1960, après avoir été blanchi par la cour d'assises spéciale de Rome. Il s'installera près de Modène et on ne le voit plus à ce moment-là faire de politique. Il reste dans les affaires, Dino Grandi, qui ne meurt qu'en 1988 à Bologne, après avoir publié ses mémoires, des mémoires qui essaient de défendre de bout en bout les positions qu'il a pu prendre, y compris au moment du renversement de Mussolini, bien sûr. Selon Frédéric Lemoyle, il reste pour les Italiens l'homme du 25 juillet 1943, l'architecte de la chute de Mussolini. Et après tout, est-ce que ce n'est pas exactement ce que l'histoire a besoin de retenir de lui ? Vous écoutez Radio Classique.